Bonsoir. Quand un ami émiste qui est là, qui se reconnaîtra, m'a appelé pour me piéger, pardon, pour m'inviter à venir à ce TEDx EMI, et je suis très content d'être là, surtout qu'il m'a appelé 15 fois par jour pendant une semaine. Évidemment, le stress que ça a créé chez moi, c'est de quoi je pourrais parler, et surtout de quoi je pourrais parler en rapport avec la différence. Alors pour être différent, j'ai décidé de ne pas parler de la différence, mais de l'égalité. J'ai eu du mal à trouver cette transition, de l'égalité évidemment entre l'homme et la femme, d'où le titre de cette présentation, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Et j'ai voulu commencer par cette image qui vous dit beaucoup de choses. Il y a 2 jours, je pense, ça faisait 2 ans, jour pour jour, qu'un certain Bouazizi s'était immolé par le feu en Tunisie, donnant le départ à la révolution tunisienne qui allait devenir ce qu'on appelle communément le printemps arabe. Une des questions collatérales qui se sont posées après la révolution arabe a été sans conteste celle de la place de la femme dans notre société. L'enthousiasme avec lequel la femme s'est engagée auprès de l'homme, où elle s'est battue dans la rue, le lyrisme révolutionnaire qu'on peut voir sur l'image qui est derrière moi, qui est juste magnifique, on le sait, a rapidement laissé place à des interrogations, à des doutes, voire à des inquiétudes. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'un automne de la femme qui est venu, qui serait venu après le printemps arabe. Et quand on entend le discours ambiant chez la société civile féminine, je n'utilise pas le mot féministe, je n'aime pas beaucoup, donc je dis féminine. Ce qu'on entend, c'est un arrière-goût amer, dû à la confiscation de sa révolution, c'est comme ça qu'elle l'appelle, dû aux tentatives d'exclusion de la femme de la vie publique, dû aussi à la discrimination que la femme vit dans nos sociétés. Et ce ne sont pas les signaux qui manquent. Cette femme ne vous dit rien, si? Non. Cette femme s'appelle Rawiya Atiya. Elle est égyptienne, et en 1957, elle a été la première femme députée arabe. 1957. Ça fait donc un demi-siècle. Avec elle, la femme arabe est rentrée dans la vie politique pratiquement en même temps que la France, et pratiquement en même temps que beaucoup de pays européens. Un demi-siècle plus tard, que reste-t-il? En Égypte, vous connaissez le taux de présence de la femme dans le Parlement actuel. Vous ne le connaissez pas. 2%. 50 ans plus tard. Pendant ces 50 années, des pays qui étaient au même niveau que l'Égypte à l'époque, la Suède, l'Afrique du Sud et le Rwanda, sont à pratiquement la parité. Ils dépassent les 45%. Cette femme, par contre, vous la connaissez. Bassima Harkawi, Madame Bassima Harkawi, que je respecte, et qui est l'unique ministre femme d'un gouvernement marocain qui n'est pas misogyne, loin de là, mais qui est monogyne, puisqu'il a une seule femme. Alors on peut se rassurer en disant cela, chez nos voisins, c'est pas mieux. Quand on prend les gouvernements marocains, tunisiens et égyptiens, sur les 110 ministres de ces 3 gouvernements, il y a 5 femmes. Donc nous ne sommes pas les seuls. Je ne vais pas être malhonnête intellectuellement. La condition de la femme dans nos pays n'est pas la faute des islamistes qui sont arrivés dans les gouvernements. Nos sociétés, malheureusement, n'ont pas attendu que les conservateurs soient au pouvoir pour avoir un socle sociétal qui est patriarcal, voire même ouvertement machiste dans certains cas. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans l'image de la femme dans nos sociétés. Parmi ces choses, évidemment, il y a la religion, il y a la tradition, il y a le politique, il y a la loi, il y a la famille, il y a l'école. Mais pour des raisons qui ne vont pas vous échapper, il y a un facteur qui, moi, m'intéresse plus que les autres, c'est les médias. Pourquoi les médias et en quoi sont-ils responsables? Les médias, on dit que la femme, c'est la moitié de la société. Les médias, c'est la moitié de notre vie. Aujourd'hui,
le média en tant qu'activité représente pratiquement la moitié du temps d'un être humain. Il représente en tout cas beaucoup plus que les relations interpersonnelles. Et vous n'avez qu'à observer vos vies pour vous en rendre compte. Nous passons plus de temps avec les médias qu'avec notre famille, nos amis, etc., etc. Au Maroc, je vais prendre un seul média, la télévision. Nous passons en moyenne 3h30 par jour devant la télévision. C'est partout pareil dans le monde. La moyenne mondiale est de 3h40. Également, si on prend un être humain normal, aujourd'hui au XXIe siècle, nous avons par jour 40 expositions, 40 contacts différents avec des médias. 40 dans une journée. Et ce chiffre va aller grandissant avec la démocratisation des médias nouveaux. Je suis sûr que pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de tweeter, et je vous y encourage. Alors, les médias sont omniprésents dans notre vie, mais aussi ils ont un mode d'influence sur nous qui est assez particulier. Les médias, c'est un vecteur de socialisation, c'est un diffuseur de connaissances, c'est un formateur d'identité individuelle, c'est un diffuseur de valeurs et de normes. Mais s'il y a une image qui est produite par les médias qui, moi, me paraît une entrave pour l'individu, c'est bien le stéréotype. Alors, le stéréotype, je ne vous explique pas ce que c'est la schématisation d'un groupe qui s'appuie sur une opinion qui est routinière et qui va figer ce groupe dans une image et malheureusement va être une atteinte souvent à l'estime de soi. Le stéréotype, si je vous dis blonde, vous allez me dire voilà, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Et si je vous dis berbère, vous allez me dire merci beaucoup, je suis berbère. Mais c'est bien au sujet de la femme que fleurissent le plus grand nombre de clichés qui sont cachés, qui sont insidieux. Et le stéréotype a cette chose de particulière qu'il est très souvent difficile à débusquer. Pourquoi ? Si le diable se cache dans les détails, le stéréotype se cache dans la normalité. Il est autour de nous, on ne le sent pas. Alors là, on va faire un petit tour d'horizon des stéréotypes dans les médias, et on va commencer par le premier média qui est... Pas du tout, c'est le langage. Le langage, c'est le premier vecteur de valeur. Et je vais prendre notre Darija Dialna, qui est extraordinaire parce qu'elle recèle de petites perles comme ça, de stéréotypes. Quand on dit Kelmed Rajal ou Rajal. Voilà deux phrases qu'on utilise tous, qu'on emploie tout le temps. Je traduis pour Mélanie. Kelmed Rajal, c'est une parole d'homme. Ça existe d'ailleurs en français aussi. Et Kun Rajal, c'est soit un homme. Voilà deux phrases qu'on emploie très très souvent. Et quand on les regarde bien, elles partent d'une hypothèse bizarre et même ultra sexiste, qui est que la probité, le kelma, et la bravoure, qu'on rajel, sont des attributs exclusivement masculins. Intéressant. Il y a aussi une phrase que beaucoup d'entre nous ont entendue une fois ou même plusieurs fois. C'est un conseil qui est pourtant maternel, donc émanant d'une femme, et qui porte en lui les germes de la méfiance dans les rapports hommes-femmes, voire même qui attribue à la future épouse ou petite amie le statut de quasi-sorcière. Donc c'est la maman qui le dit, c'est assez extraordinaire. Faites l'exercice avec votre langue, que ce soit le français ou l'arabe, vous allez trouver énormément de petits stéréotypes comme ça qui sont assez intéressants. Quand on parle de la place de la femme dans les médias, posons-nous d'abord la question quelle est sa situation aujourd'hui ? La femme, c'est la moitié de la société, mais est-ce que la femme est la moitié des médias ? Donc la question de la visibilité. Le premier constat, il est d'ailleurs assez positif, et il est chiffré, c'est basé sur une étude, c'est que la femme est bien présente dans l'organisation des médias. Elle y est représentée, ça veut dire qu'elle est en amont dans la fabrication de l'image.
Prenons la France par exemple, 43% des journalistes sont des femmes. Voilà. Vous allez me dire, et le Maroc? Eh bien c'est pareil, si on prend une chaîne comme 2M, 43% des journalistes sont des femmes. Donc il n'y a pas de problème, visiblement, à ce niveau. Merci beaucoup, mais je n'y suis pour rien. Donc la femme est présente dans l'organisation, elle est même présente à des postes de responsabilité. Si on prend les deux chaînes publiques nationales, les deux directions de l'information ont à leur tête des femmes, que ce soit la SNRT ou 2M. Nous avons beaucoup de rédacteurs en chef qui sont des femmes, etc., etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, la présence de la femme dans le contenu. Quand on analyse, on a fait une analyse pendant 3 mois sur toutes les émissions qui sont diffusées sur toutes les chaînes, et sur toutes ces émissions, 43% des émissions sont soit consacrées à la femme, soit présentées par des femmes. Donc ça va. On est pratiquement à la parité, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était les 2 seules bonnes nouvelles de cet exposé. Parce que là où le bas blesse, ce n'est pas au niveau quantitatif. La femme est bien présente, mais quel rôle on lui assigne? Je vais prendre un exemple. Quand on passe à ça, c'est-à-dire soit l'information, soit les débats, eh bien la présence de la femme descend à moins de 10%. Et c'est ce rôle qu'on lui assigne qui fabrique notre inconscient collectif. Dans le monde, c'est pas mieux. Hein. Le 10% passe à 20%. Autant dire que quand il s'agit de sérieux ou d'expertise, la télévision fleure bon la testostérone. S'il y a un domaine dans les médias dans lesquels la question de la représentation de la femme est importante ou fait polémique, c'est bien la publicité. L'image des féministes ulcérées qui s'insurgent contre une publicité sexiste sont assez récurrentes et je pense que c'est assez normal. Le publicitaire est le plus gros consommateur de stéréotypes. Il emprunte les clichés et il les simplifie, il les met en scène autour d'un produit et il les matraque à l'envi et il contribue ainsi à former un imaginaire qui est formaté et cet imaginaire devient après une norme sociale. La relation entre le publicitaire et la femme est assez paradoxale parce que ça passe de l'avant-gardisme progressiste le plus total à la violence ou à l'égard de l'image de la femme. Et dans la publicité, on voit la femme vraiment sous différentes coutures. On a d'abord, la femme chauffarde, celle qui est incapable de conduire. Bien qu'aucune étude au monde n'ait déjà prouvé cela. Donc on a une publicité que vous voyez derrière moi qui montre une femme qui conduit une voiture, qui jette une voiture dans l'eau. Et la publicité dit que oui, nous louons aussi aux femmes. Et puis, on a cette femme-là, c'est-à-dire la femme qui est condamnée à perpétuité à rester dans sa cuisine, mais pas seulement cela, elle doit en même temps, dans sa cuisine, subir les sévices sexuels, docilement. Vous arrivez à lire ? Voilà. Je lis pour ceux qui ne voient pas. Babette, je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole. Très élégant. Et puis, on a aussi la femme nue. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Une publicité pour des dessous affriolants avec une femme assez jolie, une photo très esthétique. Moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que ce n'est pas une publicité pour des dessous. C'est une publicité pour une moto. Et ça, c'est un concept que les publicitaires ont inventé, qui est la nudité sans aucun rapport avec le produit. Qui d'ailleurs, le même produit s'adresse à des hommes et non pas à des femmes. Plus près de nous. Nous avons la femme potiche. La femme potiche, arrogante, un peu stupide, et qui n'a comme compétence dans la vie que le fait d'avoir un mari qui lui-même connaît un haut responsable, lequel haut responsable a le bras assez lent pour les aider à choisir un jus d'orange. Voilà. On reviendra à cet exemple parce qu'il est intéressant. Et puis on a la pub, la publicité, les magazines imposent aussi un modèle de corps féminin. Voici la femme dans la pub ou dans la mode. C'est un mannequin et elle est blonde. Le problème, si on prend la France par exemple, les études sérieuses montrent que la Française moyenne fait 1m63 et non pas 1m79, qu'une Française sur 10 est blonde.
mais que le reste des Françaises sont brunes, et que le tour de taille moyen est de 95 cm. Mais il y a des lueurs d'espoir. J'ai travaillé avec Youssef Chakor, il a oublié de le dire tout à l'heure, on a travaillé pour une entreprise qui s'appelle Unilever, et parmi les marques d'Unilever, il y a une marque assez intéressante qui s'appelle Dove. Et bien Dove a décidé de casser tous les stéréotypes du corps féminin dans les années 2000, avec cette campagne-là qui a eu beaucoup de succès. Dove a décidé de montrer des femmes qui ressemblent à des femmes. Voilà. C'est vraiment très intelligent de leur part, très compliqué aussi. Et donc exit le mannequin anorexique tout juste sorti de la puberté, et Unilever a décidé de se faire le chantre de la femme ronde, bien dans sa peau, décomplexée, etc., etc. Donc, est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est la fin de la dictature de Kate Moss? J'en suis pas très sûr. Pourquoi? Parce que dans la même société dans laquelle je travaillais, il y a une autre marque qui elle, fait hurler les féministes, c'est Axe. Très très élégant, c'est un savon pour homme, hein, et qui dit quand tu es toi clean, elle est sale, mais sale dans le sens propre. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Alors, évidemment, les publicitaires se défendent. Ils disent qu'eux ne font pas du sexisme, ils ne font que rendre la réalité un peu idéalisée pour faire rêver le consommateur, pour que ce consommateur consomme et, à des fins qui sont légitimement pécuniaires et donc très peu propices à la prise de risque. Deuxième chose, si on prend le Maroc par exemple, si la publicité devait refléter exactement la réalité, c'est-à-dire la réalité sociologique de la femme, 80% des femmes sont des femmes qui vivent à la maison, eh bien, on aurait plus affaire à la femme, à la ménagère de moins de 50 ans, plutôt que la manager de moins de 50 ans. Ils disent aussi que la publicité n'est pas la seule image, il y a bien d'autres images qui sont produites et qui impactent l'image de la femme, et je pense qu'ils n'ont pas vraiment tort. Parce qu'il y a un genre dans les médias qui, à mon avis, est aussi important, voire plus important. C'est un genre qui est témoin de son temps et qui même anticipe son temps. Ce genre, c'est la fiction. Ceux d'entre vous sont aussi jeunes que moi connaissent cette série, l'ont regardée dans la fin des années 80, début des années 90, le Cosby Show. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la société américaine vivait encore le racisme. Et voilà une série qui arrive, qui montre une famille noire, afro-américaine, comme ils l'appellent là-bas, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il y avait dans la société. C'était une famille assez aisée, et avec un père qui est gynécologue, docteur, et une mère qui est avocate. Mais s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu, 10 ans plus tard, Deep Impact avec un président américain noir, et comme tous les présidents américains, il sauve le monde, est-ce qu'on aurait eu ça? Peut-être que oui. Mais en tous les cas, cette image nous prépare à ce qu'il y ait un changement. On peut suivre l'image ou le développement de la femme américaine juste à travers ces séries. Dans les années 50-60, c'était soit une femme au foyer, soit dans cette magnifique série qui s'appelle Mad Men, une femme qui vit qui vit dans le machisme le plus total. Dans les années 70, ceux qui se rappellent de ça, Jimmy Kawiya, ont commencé à avoir des femmes qui sont des super-héros. Puis, dans les années 80, c'était... Thank you. Dans les années 80, nous avons eu des inversions de rôle. Dans Madame est servie, c'est la femme qui est maîtresse de maison et c'est l'homme qui est femme de ménage. Enfin, femme de ménage. Vous voyez, les stéréotypes sont durs dans la langue. Il est homme de ménage. Puis, la femme a commencé à jouer le rôle de l'homme, c'est-à-dire le domaine qui lui était réservé. On a eu Ali McBeal qui est avocate, mais on a eu l'agent Scully, inspecteur du FBI dans X-Files. Et enfin, dans les années 2000, la femme célibataire, indépendante, complètement libérée, décomplexée, et qui essaie tant bien que mal de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et son foyer, Desperate Housewives, Sex and the City. Et au Maroc, vous savez qui c'est? Au Maroc, ce n'est pas les expériences audacieuses qui manquent. C'est l'inspecteur Hajjami El-Qadiya de Noord El Khmari, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est une série bien de chez nous. Sur la SNRT, pareil, on a eu des flics femmes.
dans la série Brigade, qui marche très bien dans un genre qui est beaucoup plus réaliste. On a eu Bnat Lalla Mennana. De quoi ça parle, Bnat Lalla Mennana? De femmes qui essayent de sortir du joug de conservateurs de leur mère. Elles essayent de se libérer. 10 ans avant, ou 12 ans avant, on a eu Lalla Fatema, qui parle d'une famille, mais le titre de la série, c'est Lalla Fatema. Et ceux qui se rappellent de cette série, c'est la femme qui était décisionnaire, ce n'était pas l'homme. Donc il y a des expériences audacieuses. Pas seulement en fiction, il y a des gens aussi, comme la télé-réalité, qui essayent d'assainir le rapport entre les genres et de pousser à l'évolution de la relation vers plus de respect, plus d'empathie. On a eu ça, Madame Safra. Une inversion de rôle qui est intéressante, qui a soulevé un débat assez houleux dans la société, mais dont le but était de faire réfléchir à cette question. Il y a des genres un peu plus sages, comme Khmissa, qui récompense les femmes ayant eu un parcours exceptionnel. Malgré tout ça, quand on pose la question, une étude a été faite aux femmes, comment vous voyez dans la fiction marocaine, elles disent qu'elles se voient comme éternelles victimes, écervelées, brimées, qu'elle est confinée à des rôles réducteurs, voire dégradants. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que le travail sur le changement de l'image de la femme dans les médias est un travail de longue haleine qui nécessite l'engagement de tous. Et on a un bon départ. C'est l'article 19 de la nouvelle Constitution qui consacre définitivement la parité entre l'homme et la femme. Mais pour que cet article se concrétise, en tout cas concernant l'image de la femme dans les médias, il faut qu'il y ait un engagement. Et moi, mon engagement aujourd'hui, c'est que d'ici 6 mois, on ait la parité totale dans la présence de la femme dans les médias, que ce soit dans les débats, que ce soit dans les news. Je m'engage également à ce qu'en interne, on ait une charte pour les femmes. Je m'engage à m'ouvrir sur la société civile. Je m'engage à ce qu'en interne, on intègre les critères genre dans le choix des programmes. Et je m'engage à ce qu'en interne également, on puisse avoir un guide des stéréotypes pour qu'on fasse attention, parce qu'on ne fait pas assez attention. Le politique a aussi un rôle, le régulateur a aussi un rôle, la société civile a aussi un rôle, c'est d'augmenter le monitoring et la vigilance. Et les réseaux sociaux ont un rôle. Je reviens à la publicité de tout à l'heure sur Valencia. Elle a été arrêtée au bout de quelques jours. Pourquoi? Parce que vous, les twittos, vous vous êtes moqués de ça et que vous avez été vigilants. Et c'est le cas de tous les jours. Donc les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important. Je veux finir cet exposé par une question, et non pas par une réponse. Est-ce que le rôle des médias, c'est de s'évertuer à montrer de la femme une image idéalisée, c'est-à-dire comment on voudrait que la femme soit, quitte à devenir un miroir vertueusement déformant de la réalité, ou est-ce que les médias doivent se contenter d'être le simple reflet de la réalité telle qu'elle est? Et si on est dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Maria TV, c'est une chaîne égyptienne qui est dédiée aux femmes portant le niqab. Elle a démarré il y a peut-être quelques mois, vous l'avez certainement vu dans les news. Alors, est-ce que c'est une représentation légitime d'une frange de la population féminine qui a finalement droit d'exister aussi dans les médias, ou est-ce que c'est une image dégradante et archaïque de la femme qu'il faut absolument bannir des médias, quitte à faire de la discrimination? Je vous laisse réfléchir en ayant en tête cette magnifique tirade du Tartuffe de Molière, que je vais paraphraser un petit peu, qui dit « Cachez-moi ces femmes que je ne saurais voir ». Merci beaucoup.